trouble hémorragique héréditaire qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement. L'hémophilie est une maladie grave d'origine génétique peu connue de tous. Que savoir sur cette pathologie? Comment prévenir et traiter ces crises? Nos invités du jour nous en parlent, à savoir le docteur Laibo Yao, biologiste à l'Institut national d'hygiène, et M. Achille Damolga, étudiant et patient hémophile. Bonsoir à tous, bienvenue au carrefour du savoir, tout simplement. Chers invités, bonjour, soyez les bienvenus. Merci madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie peu connue, très peu connue, si je peux le dire ainsi. Il s'agit de l'hémophilie. On va d'abord poser la question au docteur, à savoir qu'est-ce que c'est que l'hémophilie? Merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler de cette maladie qui est un peu négligée dans notre pays et généralement en Afrique. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais faire une précision sur ma fonction. Okay. C'est vrai que j'ai travaillé longtemps à l'Institut national d'hygiène en tant que médecin biologiste, mais depuis cette année, je suis officiellement au laboratoire d'hématologie d'immunologie au CHU Sylvanus Olympio. All right, merci pour la précision. Ceci dit, l'hémophilie, comme vous l'avez dit, c'est une maladie hémorragique héréditaire. Maladie hémorragique parce que les patients atteints auront une tendance à saigner facilement. Ce n'est pas forcément que les saignements seront spectaculaires, mais le saignement va durer dans le temps. Alors, avec un petit traumatisme, au lieu que le sang s'arrête de couler, le sang va continuer à s'écouler plus longtemps, ce qui va faire un gros volume de sang perdu. Parfois, nous le verrons dans le développement, le sang ne va pas se voir à l'extérieur. Et généralement, dans cette maladie, les saignements ont lieu dans les articulations ou bien dans les muscles, mais plus fréquemment dans les articulations. Et donc, ça va faire gonfler les articulations et à la longue détruire l'articulation. Donc, c'est ça la maladie de l'hémophilie définie de manière générale. Alors, d'où provient cette maladie, docteur? L'hémophilie, nous avons dit qu'elle est héréditaire. Elle est héréditaire parce qu'elle est portée par des gènes qui vont être transmis par les parents à leur descendance. Ok. Donc, alors, la coagulation qui est défectueuse dans l'hémophilie est portée par différentes substances qu'on appelle facteurs de la coagulation qui sont dans le sang. Dans l'hémophilie, les sujets manquent de certains de ces facteurs. En l'occurrence, soit le facteur 8 qui va caractériser l'hémophilie A, ou bien le facteur 9 qui va caractériser l'hémophilie B. Et donc, le défaut d'un de ces facteurs dans le sang de la personne va donner un manque de coagulation, ce qui va donner le syndrome hémorragique. Okay. Et pour synthétiser ces facteurs de la coagulation, il nous faut les gènes au niveau des chromosomes pour pouvoir les synthétiser. Okay. Donc, en réalité, c'est pour dire que l'origine, c'est que les gènes pour synthétiser les éléments qui vont permettre au sang de coaguler manquent au niveau du génome des personnes atteintes. Donc, de manière générale, on peut dire également que c'est le mode de transmission de cette maladie que vous venez de nous expliquer? Oui, en partie. Okay. S'il faut compléter le mode de transmission, il faut aussi que je précise que ces gènes sont portés par les chromosomes sexuels. D'accord. Nous avons tous appris que pour être un homme ou un garçon, il faut avoir le chromosome X et le chromosome Y. Alors que pour être une femme ou une fille, on porte 2 chromosomes X. D'accord. Ce sont les chromosomes sexuels. Ok, d'accord. Et les gènes qui vont coder pour les facteurs qui manquent dans l'hémophilie sont portés par le chromosome X. Ok. Ce qui fait que le garçon qui n'a qu'un seul X, puisqu'il est XY, quand le X va être défectueux, le garçon va manquer forcément des facteurs et donc va être malade. Alors que la fille ou la femme
portant 2X, il y a peu de chances que les 2X soient malades. Et donc, ce qui fait que la maladie est plus rare chez les femmes. Ok. Est-ce pour cela qu'on dit souvent que le père ne transmet jamais cette maladie à ses fils? Voilà. La conséquence, c'est que un monsieur qui fait un enfant, qui est un garçon, forcément a transmis à ce garçon son chromosome Y, qui est en bonne santé. Donc du coup, un père hémophile ne peut pas transmettre son chromosome X malade à son garçon. Donc son garçon est forcément ne va pas prendre la maladie de lui, mais plutôt de sa mère. Et c'est là que vient la notion de mère porteuse. Les conductrices, elles peuvent avoir un X malade, mais étant donné qu'elles ont 2X, elles auront une quantité d'éléments pour coaguler suffisante dans le sang. D'accord. Mais si par malchance c'est le X malade qui est transmis à son garçon, la maman va transmettre donc la maladie à son garçon, alors que la maman même est en bonne santé. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est conductrice. Elle ne va pas faire la maladie, mais elle va la transmettre. D'accord. Alors je voudrais profiter pour dire que ce n'est pas la peine de jeter l'opprobre sur les mamans. Personne n'a demandé à être porteuse. Donc c'est juste la nature qui fait ainsi les choses. Merci pour cette précision, docteur. Alors, monsieur Achille, vous êtes étudiant, vous êtes hémophile également. Est-ce que vous vous retrouvez dans toutes les explications données par le docteur tout à l'heure? Si, je me retrouve. Ces explications. Donc, je peux dire que moi, j'ai eu les gènes de ma maman. Parce que comme naturellement, comme il a expliqué, donc j'ai eu celle de la maman. Donc vous avez hérité de cette maladie de par votre mère. Et comment est-ce que ça s'est déclenché à la base? Est-ce que ça a été su depuis la naissance? Non, moi, le diabète fait tardivement. Donc c'est à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans. Parce que par le passé, il y a eu plusieurs crises. D'accord. Mais on n'a pas suivi détecter que c'était l'hémophilie. Donc c'est récemment en 2018, en janvier 2018, que lors d'un brossage, il y a eu une petite blessure dans la bouche. Le sang n'a pas cessé de couler, quoi. D'accord. Et c'est là, c'est devenu plus inquiétant. Plus inquiétant. D'accord. Donc, je suis allé au CHU, je suis allé sur l'Olympia. C'est là-bas on m'a dit d'aller faire les analyses au niveau de l'INH. Et c'est là qu'on a détecté que c'était l'hémophilie. D'accord. Alors, docteur, dites-nous, quel test permet de diagnostiquer qu'on a hémophile ou pas? Alors, pour faire le diagnostic de l'hémophilie, il faudrait faire ce que nous appelons les tests de l'hémostase. Mais si le diagnostic va être fait dans une démarche médicale normale, nous partons toujours de l'histoire personnelle de la personne, l'histoire familiale, l'histoire de sa maladie, les signes que la personne présente avant d'aller demander les analyses. C'est ça. Donc, je vais, pour ainsi dire, parler un peu des signes et de dans quel contexte le patient pourrait se présenter avant qu'on aille demander à faire un test. Ok. Alors, puisqu'on a dit que c'est une maladie héréditaire et que ça touche préférentiellement les garçons, donc on va interroger pour voir est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y a des oncles, surtout du côté maternel, puisque c'est là-bas qu'on trouve les conductrices. C'est ça. Donc, qui sont hémophiles. Ça permet de renforcer la conviction qu'on est dans un cas d'hémophilie. Parce que nous n'allons pas oublier qu'il y a d'autres maladies hémorragiques qui peuvent ressembler à l'hémophilie. C'est ça. Mais qu'on ne va pas appeler hémophilie. Donc, il y a ce caractère sur la transmission qu'on va vérifier. Ensuite, on va voir depuis quand est-ce que et de quelle façon la maladie se manifeste-t-elle. Donc, est-ce que c'est depuis l'enfance? Est-ce que c'est les genoux qui gonflent, comme j'en ai parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est des taches qui apparaissent sur la peau? Ça permet de distinguer l'hémophilie d'autres maladies hémorragiques. Donc j'ai dit, dans ce cas précis, c'est surtout les articulations, préférentiellement le genou, les points de contact, le coude, la cheville, qui va porter tout le poids, qui vont être le plus traumatisés.
Alors, je fais encore une précision pour dire qu'on peut interroger et ne pas trouver de parents hémophiles. Parce qu'il est connu que dans 30% des cas, la maladie vient spontanément dans la génération. C'est comme si c'est l'enfant qui est venu avec. Donc théoriquement, on dit que c'est héréditaire, mais il peut y avoir des cas où on ne trouve pas d'ascendant qui ait la maladie. Et maintenant, devant les signes hémorragiques chez l'enfant, ou bien chez un adolescent plus évolué, qui apparaissent de façon spontanée, ou bien après un traumatisme, le médecin va explorer la coagulation au laboratoire pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, c'est 2 types de facteurs qui manquent et qui font que le sang ne coagule pas. C'est ça. Donc, on va faire ce qu'on appelle des tests globaux, qu'on fait souvent avant de faire les opérations, qui ne coûtent pas cher. Et quand ces tests orientent, on va aller maintenant doser spécifiquement les 2 facteurs. Donc, on va doser au laboratoire le facteur 8 de la coagulation, qui va catégoriser le patient comme hémophile A. On va doser le facteur 9 de la coagulation, qui va peut-être catégoriser le patient comme hémophile B. Dans les 2 cas, c'est les mêmes manifestations, c'est le type de facteur qui manque. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un nom donné à ce test spécifique que vous faites à la fin pour dire que telle personne est hémophile ou pas? Oui, c'est ça, c'est le dosage des facteurs 8 et 9 de la coagulation. D'accord. Il va sans dire que si dans la famille, on sait qu'il y a un hémophile A, on va préférer demander le facteur 8 d'abord. Mais quand on n'a pas d'éléments pour nous orienter, on va faire les 2 pour aller vite et pour pouvoir faire la prise en charge assez rapidement. Alors, c'est toujours bien à savoir. On a détecté la maladie, mais avant cela, vers qui on doit se diriger? Vers quel spécialiste, lorsqu'on présente ces symptômes-là, vers quel spécialiste doit-on se diriger concrètement? D'accord. Alors, la maladie peut se manifester dès l'enfance. Ok. Donc, forcément, il faut aller voir le pédiatre, qui est le spécialiste des enfants. Mais c'est vrai que comme c'est une maladie du sang, c'est aussi la spécialité des hématologues. Donc, les spécialistes de ceux qui s'occupent des maladies du sang en général. Voilà. Donc, généralement, c'est les pédiatres pour les enfants et les hématologues pour ceux qui sont plus adultes. Mais je tiens à préciser ici que la prise en charge de la maladie là ne se fait pas idéalement par une seule personne. Ok. Il s'agit d'une prise en charge qui doit être multidisciplinaire. Parce que, à la longue, il y aura d'autres anomalies, des complications qui vont s'installer. On parlait tantôt des saignements au niveau des articulations, qu'on appelle hémarthrose, qui vont, à la longue, détruire les articulations. Là, ce n'est plus le pédiatre ou l'hématologue qui va s'occuper de ça. D'accord. On va aller chercher le rhumatologue, ou bien le chirurgien orthopédiste, ou bien le kinésithérapeute. Ok. Quand il va falloir traiter la dent chez l'hémophile, on ne va pas aller n'importe comment, il va saigner. Donc, on va aller voir des chirurgiens dentistes pour prendre des conseils. Voilà. Donc, au cœur de cette équipe multidisciplinaire, il est recommandé d'avoir un infirmier parce que ce n'est pas forcément tout le temps qu'on aura besoin du médecin. Des fois, on sait déjà ce qu'il faut faire. Donc, il faut qu'il y ait un infirmier chevronné qui connaisse la maladie pour pouvoir coordonner toutes les activités en collaboration avec le médecin principal qui sera le pédiatre ou bien l'hématologue. D'accord. Merci, docteur. Alors, monsieur Achille, vous êtes de quel type qu'on parle de catégorie d'hémophilie? Moi, je suis hémophile A. Hémophile A. Je crois que c'est A qui est moins grave, c'est ça, docteur? Non, j'ai dit tout à l'heure que ce soit le A ou le B, c'est les mêmes manifestations cliniques. Alors, ce qui va déterminer la sévérité de la maladie n'est que le taux de facteurs résiduels. Que ce soit facteur 8 ou 9, que ce soit hémophilie A ou B, c'est le taux, la quantité de facteurs qui reste à la personne pour coaguler son sang qui va déterminer les manifestations cliniques.
Ok. Donc, idéalement, il faut que cette taux soit au-delà de 40%. En dessous, on va commencer par parler d'hémophilie. Ceux qui ont entre 5 et 40%, on les appelle des hémophiles mineurs. Ok. Ceux-là ne vont manifester des saignements que quand il y aura un traumatisme violent. Il va jouer au foot, se cogner, tomber et il va saigner. Soit extérioriser le saignement ou bien avoir un hématome dans les muscles ou bien un genou qui va se gonfler. Ok. Là, le traumatisme est violent. C'est dans ces cas que ça va se manifester. Ceux qui ont un taux entre 1 et 5% vont avoir des manifestations qui sont plus sévères. Donc, des traumatismes moindres peuvent provoquer des saignements. Ok. Et puis, ceux qui ont moins de 1%, ce sont eux qui sont les hémophiles sévères et qui ont ce que nous appelons des hémorragies spontanées. En réalité, c'est deux petits traumatismes qui passent inaperçus, qui ne vont rien nous faire, qu'on oublie même, qui va les faire saigner. Donc du coup, on va dire qu'ils saignent spontanément. Et généralement, dans ces cas, la personne va saigner au moins une fois par semaine. Ce qui donne un taux de morbidité, c'est-à-dire un poids de la maladie qui va être lourd à porter si on considère la douleur que provoquent ces saignements et qu'il faut subir toute une vie s'il n'y a pas les moyens pour accompagner. Alors, c'est des saignements qui sont suivis de douleurs, comme vous l'expliquez ici, on comprend bien. Oui, forcément. Donc, Alors, un c'est saignement compliqué. aigu dans un muscle, ça va faire mal. Dans une articulation où l'espace n'est pas indéfini et que le sang se collecte, ça va tendre les tissus, ça va faire, et ça fait extrêmement mal. D'accord. Extrêmement mal. Alors, monsieur Achille, vous êtes hémophile, donc vous allez mieux nous entretenir sur cela. C'est des saignements qui font mal, comme le dit si bien le docteur. À votre niveau, comment est-ce que ça se manifeste? Mon niveau, souvent c'est au niveau des genoux. Ok. Au niveau des genoux, il y a souvent des gonflements et ça fait très très mal. Très mal. Mais bon, depuis que j'ai été diagnostiqué hémophilie, parce qu'au début, on ne savait pas que c'était l'hémophilie. Donc quand j'avais des douleurs, on disait que c'était... Des fois, on a dit que c'était l'œuf des sorciers, tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Donc on allait, on achetait des calmants, tout ça. Là. Mais bon, depuis que j'ai été diagnostiqué, donc dès que j'ai les douleurs, il y a une prise en charge qui se fait avec les gestions des facteurs. Donc là, ça c'est calme. Donc avant d'arriver à cela aussi, des fois quand ça m'arrive, il y a, comment on dit, il y a le massage avec le glaçon. Des fois je cherche le glaçon, je bande les genoux et ça se calme aussi. Mais bon, des fois quand je fais ça ensemble, je fais passer un moment que je vais prendre une ordonnance pour aller chercher les facteurs. Bon, à la base, c'est-à-dire que votre maman même ne savait pas qu'elle était également porteuse de cette maladie, puisque si ça a été diagnostiqué plus tard, ça veut dire qu'à la base, personne ne savait dans la famille qu'on pouvait même avoir cette maladie. Oui, personne ne savait, parce que j'étais le seul à avoir la maladie. Il y avait les frères et sœurs, mais personne ne manifestait cette maladie. D'accord, vous étiez seul à manifester et vous avez géré cela tout au long jusqu'à cet âge-là. C'était quand même un poids assez lourd à porter. Tellement pénible. Tellement pénible. Maintenant, avec le traitement et autres, est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. C'est mieux gérable? C'est gérable, c'est gérable. Donc ça fait presque... Je ne sens plus rien quand même. Je peux dire, ça va. Alors, docteur, qu'est-ce qui peut déclencher cette maladie-là ou ces crises chez les patients? Alors, si nous reprenons l'origine de la maladie, on est avec. C'est ça, naturellement. Donc, vous l'avez. Et comme je l'ai dit, c'est le taux résiduel de facteurs qui détermine la sévérité des manifestations. Donc, et pour les manifestations sont à type de saignement, que ce soit extériorisé ou interne. Pour saigner, il faut qu'il y ait un traumatisme, qu'il soit patent ou ignoré. D'accord. Donc c'est le traumatisme là qui déclenche le saignement
et donc les douleurs et le risque vital qui peut s'en suivre. Parce qu'il va sans dire que si vous avez un saignement qui est au niveau digestif et que vous perdez beaucoup de sang, au niveau de la gorge, vous saignez et que vous vous étouffez avec, ou bien que vous saignez dans la tête, un peu comme les hypertendus qui font des accidents vasculaires cérébraux. On a des cas d'hémophilie comme ça, qui vont saigner dans la tête. Donc il y a des situations qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient. Là, c'est compliqué, hein. Donc c'est un peu pour dire qu'on peut saigner de partout en fait, lorsque on est un hémophile. Oui, mais préférentiellement au niveau des articulations quand même. Alors, quelle est l'expérience de vie des hémophiles, si on peut poser la question? Voilà. Moi, je ne voudrais pas aborder la question dans ce sens parce que tout va dépendre des moyens thérapeutiques qui sont disponibles. Ok. Si nous prenons le cas du palu, avec la disponibilisation des CTA, on sauve beaucoup d'enfants, puisque le traitement est distribué gratuitement. C'est ça. Mais il suffit que pour un jour, ce traitement manque quelque part pour que cet enfant décède. Donc, forcément, la même question se pose ici. Quels sont les moyens dont nous disposons pour prendre en charge les patients? Et est-ce que ces moyens sont disponibles de façon permanente et de façon pérenne? C'est ça. Donc, si ces moyens sont disponibles, l'espérance de vie va équivaloir à celui de la population générale. Mais si ces moyens manquent, on peut perdre les enfants même dans la deuxième année de vie. Puisque c'est généralement à partir de ce moment que les saignements commencent réellement pour les hémophiles sévères. Je vais parler surtout. Donc voilà, moi je voudrais plutôt ne pas aborder au centre de l'espérance de vie qui est dépendant de plusieurs facteurs socio-économiques, technologiques, économiques aussi, voilà. Mais plutôt dans le sens de est-ce que nous avons les moyens de traiter efficacement nos patients aujourd'hui au Togo? Alors, on parle de moyens. On parle forcément de centres de prise en charge et autres. Est-ce que nous en avons au Togo déjà? Alors, sur le plan thérapeutique, je peux dire que depuis quelques années, grâce aux efforts de l'association notamment, des hémophiles du Togo, qui a une collaboration avec la Fédération mondiale des hémophiles, nous avons des dons de facteurs de la coagulation. Je vous ai dit plutôt que ce sont ces facteurs qui manquent et qui font que les patients saignent. C'est ça. Donc, en réfléchissant tout bêtement, il faut juste remplacer pour que le problème s'estompe. C'est ça. Mais il y a un problème derrière, c'est que le produit qu'on va donner pour remplacer ne dure pas indéfiniment dans le sang. Là, voilà. Donc, au bout de 12 heures, 24 heures, pour certains, l'effet s'estompe. Des efforts ont été faits pour prolonger la durée de vie. Donc, ça peut aller à 24 heures, 2 jours pour certains. Mais pas plus. Ce qui fait que pour assurer une coagulation suffisante à la personne, surtout aux hémophiles sévères, il leur faut peut-être 2 à 3 injections par semaine d'un produit qui coûte tellement cher que je ne vais pas donner le prix puisque on ne l'utilise pratiquement que sur des dons actuellement. D'accord. Donc vous voyez, ce qui fait que on doit servir tout le monde. Voilà, pour servir tout le monde, ça pose problème. Et pour être vraiment efficace pour les hémophiles sévères, il faut leur faire les injections plusieurs fois par semaine. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Empêcher que les manifestations cliniques n'arrivent. D'accord. Alors, si nous n'avons pas beaucoup de produits, on ne peut pas se permettre de faire ça. Ce qui fait que jusqu'à récemment, nous ne faisions que des traitements à la demande. C'est-à-dire, quand les saignements arrivent, on essaie d'injecter rapidement le produit pour arrêter le saignement. Ceci a peut-être un inconvénient, c'est qu'une fois que le saignement est là, les dégâts à la longue vont se produire. Donc ce n'est pas l'idéal, mais faute de moyens, c'est ce que nous faisons pour un temps soit peu préserver la vie quand même des patients, mais cela n'empêche pas les complications, surtout articulaires, qui vont altérer la qualité de vie des patients.
puisque si l'articulation est détériorée, la personne ne peut plus faire ses activités. Forcément. Ne peut plus aller au travail, selon l'activité que la personne fait. Donc, les conséquences peuvent être de plusieurs types. Maintenant, à partir de l'année passée, les prouesses technologiques ont fait que il y a eu un autre produit qui remplace un peu les facteurs qui contournent un peu leur activité, qu'on appelle l'emixizumab, et qui a une durée de vie plus longue dans le sang. Donc, depuis le premier trimestre de l'année passée, nous avons commencé cette prophylaxie pour certains patients les plus sévères avec ce produit. Et ça permet de diminuer les saignements. On fait plusieurs injections. On fait des injections hebdomadaires. Et puis, après, c'est une injection par mois. Wow. Donc, comparé au fait qu'avant, on devait faire plusieurs injections, vous voyez que ça améliore même l'adhérence au traitement. Alors, avec cette injection, c'est une injection qui est disponible en pharmacie. On peut se l'offrir à partir du moment où on a au moins l'argent pour voilà, soulager il est encore cette plus douleur. cher que les premiers. Ah, Donc, c'est encore des dons. c'est compliqué. C'est encore des dons. Nous ne savons pas combien de temps Ces dons vont tenir. venir. Mais pour le moment, on en a suffisamment. Et ça permet, les patients en témoignent, de pratiquement dire qu'il n'y a plus de saignement. Ok. Alors, mais pour ceux que j'ai déjà vus, à qui j'ai déjà parlé, et pour ceux que je n'ai pas vus, qui peuvent nous écouter, je veux quand même rappeler que ça ne va pas empêcher complètement les saignements. Ça fait monter le taux de facteur, non, ça fait monter le potentiel de coagulation du sang de la personne à un niveau équivalent à un taux autour de 15%, ce qui l'amène à un peu comme à un hémophile mineur. Ok. Voilà, donc il y a toujours des précautions à prendre, mais sans traumatisme violent, la personne peut vaquer normalement à ses occupations. Alors, est-ce que nous sommes en émission, nous sommes en direct d'ailleurs, est-ce qu'il y a des appels d'offres que vous pouvez faire ce matin, docteur, en vue que les personnes qui nous suivent, peut-être d'autres, peuvent également se manifester pour mettre à disposition ces produits-là, l'État, pourquoi pas? Alors, oui, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous ne pouvons pas refuser les mains tendues. C'est ça. Non, parce que c'est clair que on ne peut pas assurer que les dons vont continuer indéfiniment. Et je pense même que la politique de la Fédération mondiale, c'est d'accompagner les associations à pouvoir faire le plaidoyer pour qu'il y ait un relais au niveau national pour assurer cette prise en charge. Quand on va connaître le bénéfice qu'apporte ce traitement, toutes les complications qui vont être évitées, toutes les vies qui vont être sauvées, on peut comprendre que ça vaut quand même la peine d'investir de l'argent pour assurer ce soin minimum aux hémophiles. Merci. Alors, Monsieur Achille, on a parlé de centre, le docteur a parlé d'association. Je crois que vous faites partie de l'association des hémophiles du Togo. Je ne sais pas trop, vous pouvez nous parler de cette association? Togolaise de l'hémophilie. Ok, qu'est-ce qui se fait à ce niveau? Comment y adhérer? Avant d'y adhérer, il faut d'abord être hémophile. Soit, bon, il y a ceux qui sont, comment dire, les bénévoles. Vous faites bénévole, pas forcément être malade. Bon, il faut être hémophile. Et aussi, il y a les bénévoles aussi. Donc ça, c'est pour adhérer. D'accord. Maintenant, au sein de l'association, quelles sont les activités que vous menez au quotidien? D'abord, il y a les sensibilisations. Comme la maladie est méconnue du grand public, il faut une sensibilisation. On sensibilise les gens sur la maladie. Oui. Il y a aussi également accompagnement de ceux qui sont déjà malades. On les accompagne pour pouvoir avoir un bon traitement. Il y a aussi, comment dire, l'organisation des réunions et des formations à l'endroit du public pour faire connaître la maladie, comme c'est une maladie qui est méconnue du grand public.
Donc actuellement, c'est ce que l'association Donc, fait. supposons vous allez faire une sensibilisation quelque part et peut-être une maman, un papa, je sais pas, un frère qui se dit j'ai un tel cas à la maison sans pourtant savoir que c'est de l'hémophilie dont il s'agit. Est-ce que cette personne-là pourra faire adhérer son enfant déjà au sein de la société, où vous envoyez la personne aller faire tout ce qu'il y a, test, anso, et confirmer d'abord que le malade est atteint de l'hémophilie avant que cette personne n'adhère à l'association? Et avant d'adhérer, normalement, il faut avoir fait les tests pour prouver que vous êtes hémophile. On peut pas vous prendre et dire que vous êtes alors que peut-être vous ne l'êtes pas. Comme le docteur l'a dit, il y a plusieurs maladies du sang. Il faut faire un test d'abord pour prouver que vous êtes hémophile avant de pouvoir intégrer l'association. Alors, je ne sais pas, appel également à l'endroit de tous par rapport à l'association. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On le disait, la journée mondiale, c'était le 17 avril passé. On va revenir sur cet aspect de la journée mondiale. Okay. Donc, pour l'instant, est-ce que vous voulez bien que des personnes vous aident au niveau de l'association? De quoi est-ce que vous avez besoin? On a besoin d'aide. Parce que bon, l'association, sur le plan national, pour le moment, nous sommes peu. Comme la maladie. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont malades, mais comme la c'est maladie pas forcément qu'on est atteint de cette maladie. Donc, ceux qui peuvent nous aider à pouvoir sensibiliser plus les gens, à pouvoir communiquer sur la maladie, pour pouvoir aider ceux qui sont dans l'ignorance. Parce que souvent, il y a des préjugés sur la maladie. D'autres pensent que c'est des superstitions. Je reviens sur ça. Parce que moi, vous avez été victime de cela. Oui, j'ai été victime de cela. Alors, comment est-ce que ça se présente lorsqu'on est victime de ça? On est banni de la société, ou on est pointé du doigt? Pas forcément banni, oui, on est banni. Parce que depuis quand j'étais en 6e, des fois, quand je vais le jour, je reviens, c'est des douleurs. Donc, mon père est parti à l'école interdite, a dit à tous mes amis, dès qu'ils voulaient me voir, de me chasser. Donc, du coup, je me suis senti un peu écarté. Tout ce qu'il fait, je ne pouvais pas approcher les autres. C'est ça. J'étais malade, quand il me dit non, tu es maladif, ne nous approche pas. Donc, c'était compliqué. C'était un peu difficile quand même. C'était un peu difficile. Donc, j'aimerais pas que d'autres personnes aussi subissent la même chose. Vous aimeriez que ça soit détecté un peu plus tôt. Et avoir un meilleur suivi. Oui, c'est ça. Alors, docteur, par rapport... Oui, allez-y. Le point qu'il vient de soulever est important parce que la socialisation, pour un enfant, c'est très important pour son développement psychologique. Donc, le fait qu'un enfant soit écarté du groupe auquel il aimerait adhérer, ça peut vraiment avoir un impact psychologique important qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, autre activité de l'association, je voudrais le souligner. Vous avez posé une question tout à l'heure sur où est-ce qu'il faut aller pour les soins. C'est ça. Je n'ai pas voulu insister dessus parce que nous n'avons pas encore ce qu'on appelle un centre de traitement des hémophiles identifié comme ça. Mais si vous allez au service d'hématologie du CHU Campus, on a un hématologue là-bas qui peut vous recevoir. On a des pédiatres au CHU Campus. On a formé en 2016 un certain nombre de médecins dans d'autres structures qui peuvent assurer les premiers soins avant de référer aux besoins à quelqu'un de plus compétent. Donc il y a déjà ça. Et le constat est qu'on manque de ressources humaines en général et de ressources humaines spécialisées dans la maladie. Donc, pour trouver un interlocuteur qui puisse vous parler en profondeur de l'hémophilie, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, nous sommes obligés parfois de solliciter l'association pour nous accompagner parfois pour certaines consultations. Des fois, c'est l'association qui coordonne en appelant les patients, les regroupant. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi le rôle de l'association et ils ont commencé à le faire très bien. Maintenant, je pense que sur d'autres points, il faut les encourager. Voilà, et que j'espère que le public écoute leur plaidoyer. Ils ont besoin de moyens pour se motiver eux-mêmes et puis pour faire vivre l'association. Il a dit aussi qu'il y a beaucoup de patients qui se méconnaissent
qui se méconnaissent. Donc, il faut qu'ils portent la sensibilisation dans les profondeurs, dans les coins reculés du pays, pour qu'on puisse soigner les gens, puisque au moins aujourd'hui, nous savons que nous avons un minimum pour pouvoir faire un minimum de prise en charge. Donc, il ne faut pas que ces biens ou bien ces avantages que nous avons aujourd'hui soient perdus. Et puis, on l'utilise aujourd'hui et on pensera à l'avenir si ça peut être pérennisé. C'est important, c'est important. Alors, docteur, on a eu à brosser beaucoup de points, mais je crois que cette maladie ça a beaucoup trait avec une autre maladie très connue d'ailleurs, que nous appelons communément hématie, qui est la drépanocytose. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux maladies? Un lien. Médicalement, je vais dire non. Alors. Mais peut-être sur le plan sociologique et des manifestations, je peux comprendre ceux qui peuvent y voir un lien. Le lien, c'est les douleurs au niveau des articulations. Atroce. Voilà. Donc, on l'a dit, dans l'hémophilie, c'est l'articulation qui va saigner le plus. Et donc, la personne va avoir des douleurs. Dans la drépanocytose, les crises douloureuses sont le plus souvent, surtout chez l'adulte, à type ostéo-articulaire. Ce qui peut faire une similitude de manifestation. Sauf que dans l'hémophilie, vous allez voir l'articulation qui va gonfler. La douleur ne va pas se situer au niveau de l'os, la diaphyse, le corps de l'os. Non. C'est au niveau de l'articulation qui va gonfler, qui va être enflammée, chaude. Alors que pour la drépanocytose, c'est des douleurs uniquement dans l'os, sans forcément de tuméfaction, même si dans certains cas on peut en voir. Voilà. Et ces douleurs peuvent se situer dans toutes les articulations, même au niveau du rachis dorsal, donc au niveau des vertèbres. D'accord. Alors que dans l'hémophilie, c'est rare de dire qu'on va avoir des saignements entre les vertèbres. Voilà. Donc la topographie des douleurs, les signes d'accompagnement à type inflammatoire, et puis l'histoire, comme je l'ai dit, on voit dans la famille. Bon, est-ce que c'est plutôt les hommes uniquement? Alors, parce que dans la drépanocytose, ça va toucher autant les filles que les garçons. Et pour faire la distinction au niveau biologique, les tests sont très simples. Pour la drépanocytose, on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui va détecter l'hémoglobine S, qui caractérise la drépanocytose. Et puis pour l'hémophilie, c'est carrément au niveau de la coagulation. Ce n'est plus l'hémoglobine. Voilà, donc on va faire le dosage des facteurs de la coagulation et on va découvrir l'hémophilie. Alors, merci beaucoup pour cette précision, parce que nous sommes nombreux à ne pas avoir cette donne. Même moi, c'est en faisant des recherches par rapport à la drépanocytose que j'ai découvert qu'il y a une maladie qui s'appelait l'hémophilie. J'étais étonnée parce que c'est une de mes stagiaires à l'époque qui m'a fait savoir ça. Et puis j'ai dit, c'est toujours utile de porter l'information à l'endroit de tous. Peut-être nous avons des enfants à la maison et on assimile leur maladie à l'hématie. Parce que généralement, il y a l'hématie et les domponés, puis on s'arrête là, on cherche à traiter cela comme l'hématie alors que ça n'a rien à voir. Alors, chers parents, vous qui nous suivez, si vous avez des enfants à la maison qui présentent ces signes-là, autant mieux aller vers des spécialistes. Et après analyse, après test, comme l'a si bien expliqué le docteur, on vous dira si votre enfant il est hémophile ou si votre enfant est drépanocytaire. Tout simplement, c'est très utile. Alors, monsieur Achille, dites-nous le sport. Est-ce utile dans le processus de traitement que vous suivez? Est-ce que le sport vous avantage? Ou comme vous l'avez cité c'est plutôt un facteur de saignement également pour vous? Le sport. Parce que dès le bas âge, on m'a interdit de faire le sport. Interdit catégoriquement, tout type de sport. On m'a interdit parce que dès que je fais un peu le sport, je sens des douleurs au niveau des articulations, donc on m'a carrément interdit. Mais bon, c'est en grandissant que moi-même j'ai essayé de reprendre un peu, parce que presque mes articulations sont un peu détériorées au niveau des genoux. Donc je n'arrivais même pas à bien marcher, tout ça. Donc j'ai essayé de commencer par marcher un peu, et puis à faire des petites courses. Mais quand j'essaie de forcer, il y a des douleurs. Donc j'essaie de pas trop forcer.
faire des petites courses, des petits étirements, tout ça. Mais le sport, Pas du tout. pas du tout. Docteur, sport, avantages ou inconvénients chez les hémophiles? Je répondrai avantages et inconvénients. Ah, d'accord. Alors, tout va dépendre de la quel sévérité type? de l'hémophilie et des moyens qu'on a pour accompagner le patient. Alors, si on n'a rien, chez un hémophile sévère, on l'a dit, il peut saigner avec un tout petit contact. Donc autant mieux ne même pas On va essayer. dire, pas de sport. Mais quand il y a les moyens, on réfléchit autrement. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, le sport permet une intégration sociale. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de permettre à l'hémophile de vivre sa vie plus ou moins normalement, donc de faire des activités sportives autant que possible. Avec la prophylaxie qui permet de donner un potentiel de coagulation au sang de la personne, c'est comme si la personne n'était pratiquement plus hémophile. Donc, on autorise de faire le sport. Ceux qui ont une bonne prophylaxie qui permet d'augmenter le taux de facteur à un niveau très élevé, peuvent même faire n'importe quel type de sport. Je ne vais pas aller jusqu'à dire des sports de contact, la boxe et autres. Mais il peut jouer au foot, voilà, ainsi de suite. Ok. Tout est question de quelle quantité de facteurs on lui apporte dans le sang. D'accord. Voilà. Donc, la question peut se répondre ainsi. On peut faire le sport si le taux de facteur est suffisamment pour autoriser tel ou tel type de sport. Le sport. Maintenant, de l'autre côté, la maladie, si elle n'est pas bien suivie, détruit les articulations. Et quand on voit les patients, une articulation qui ne travaille pas, les muscles autour vont s'atrophier. Puisque l'articulation ne bouge pas, le muscle ne travaille pas, le muscle va s'affaiblir. Pour maintenir une certaine capacité à ce muscle, il faut le stimuler, il faut le faire travailler. Donc c'est là où les kinés interviennent pour apprendre aux hémophiles certains types d'exercices qui vont leur permettre de maintenir ces muscles en activité malgré les limitations de leur articulation. Donc ces exercices, moi je les rentre dans un peu de sport aussi. Voilà, ça peut être des jeux à faire avec un ballon, c'est déjà un jeu, un sport. Voilà, mais qui sera adapté à la condition de la personne. Est-ce qu'il y a un type de régime alimentaire également que les hémophiles doivent suivre? Aucun régime alimentaire particulier, sauf un régime alimentaire équilibré, qui vaut pour nous tous. Peut-être quelques contre-indications sur certains médicaments. Bon, ce n'est pas l'alimentation, mais je rentre directement sur les médicaments. Oui, allez-y. Des médicaments qui vont empêcher la coagulation, donc qui vont un peu aggraver les saignements. Donc tout ce qui est anticoagulant est contre-indiqué. Tout ce qui est aspirine et anti-inflammatoire non stéroïdien. L'aspirine, ce n'est pas un anticoagulant, mais ça fluidifie aussi le sang. D'accord. C'est un antithrombotique. Ça fluidifie aussi le sang. Donc, ajouter au fait que le patient hémophile a déjà une tendance à saigner, si on ajoute ça, ça va potentialiser donc, le caractère hémorragique de la maladie. Donc, ces types de produits sont contre-indiqués chez les patients hémophiles. D'accord. Merci, docteur. Monsieur Achille, dites-nous, est-ce que vous suivez un régime alimentaire donné? Vous mangez tout? Je mange presque tout, je ne suis pas un régime. Donc, il n'y a pas d'aliments que quand vous consommez, vous ressentez ces facteurs-là et autres? Non. Donc, vous mangez tout, akoumen, foufoui, tout ce qui est mangeable, vous mangez? Je mange. Sans souci? Sans souci. Ah, d'accord. Et on sait que chaque mois d'avril, et spécialement chaque 17 avril, sauf erreur de ma part, est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie. Docteur, dites-nous pourquoi avoir instauré cette journée avant qu'on ne passe la parole à M. Achille? Alors, cette journée a été instaurée par les efforts d'un des membres fondateurs de la Fédération mondiale, donc pour mettre en lumière cette maladie. D'accord.
parce qu'il y a beaucoup de grands. C'était une maladie qui touchait les familles royales en Angleterre. C'est ça. Mais de grandes personnalités sont donc touchées. C'est vrai qu'ils ne sont pas, comparés à d'autres maladies, ils ne sont pas nombreux. Voilà. Mais quand on voit le poids, les conséquences de la maladie, le drame que ça peut provoquer dans les familles, imaginez, vous voyez votre enfant saigner et puis mourir devant vous à cause d'un couteau qu'il a coupé. Voilà, le drame que ça peut produire. Les gens ont mis les moyens pour mobiliser des fonds, pour pouvoir faire la recherche et mettre en place des traitements adaptés. Donc, comme pour toutes les maladies, il faut trouver un jour. C'est comme chacun de nous, hein. Les gens, on a des jours d'anniversaire où on se met devant la scène. C'est ça. Donc voilà, donc la maladie là aussi a trouvé son jour pour se mettre devant la scène. Et c'est le 17 avril, comme vous l'avez dit, c'est bien la date là, qui est commémorée chaque année avec un thème spécifique pour sortir des défis particuliers relevant de l'heure. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Achille, je crois que c'est la 9e édition qui a eu lieu ce 17 avril. Quel est le thème ou quel était le thème de cette journée? Le thème sur le plan mondial, c'est accès pour tous, partenariat politique, progrès, associer votre gouvernement, intégrer les troubles héréditaires de la population dans la politique nationale. Ça, c'est le thème mondial. Est-ce qu'il y a eu un thème national? Il y a eu un thème national qui a dit faire des troubles héréditaires la composante de la politique nationale. Qu'est-ce qui a été mené comme activité ce 17 avril par l'association dont vous faites partie? Oui, on a eu une manifestation au niveau de la plage. Et on a rassemblé tous les hémophiles, les parents d'hémophiles, les volontaires à la plage. C'est un peu comme les images que nous avons à l'écran. C'est cette année que ça a eu lieu, ce 17 avril. Le 17 avril. Ok, donc ce sont des enfants hémophiles. Hémophiles. Ok. Et il y a certains parents. Mais bon, pas tout le monde n'est pas dans la photo quand même. Et on a essayé de faire une sensibilisation au niveau de la plage. Ok. Il y avait des bons. Comme c'était la Pâques aussi, l'année de Pâques, il y avait il y avait de l'ambiance. Donc on a profité de l'occasion pour sensibiliser tous ceux qui sont venus au bord de plage où vous étiez. Voilà. Est-ce que le message est passé? D'autres étaient, je ne sais pas, étonnés d'apprendre que cette maladie existait. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, bon. La plupart des personnes qu'on a approchées ne savaient même pas qu'il y a une maladie qui existe, qu'on appelle l'hémophilie. Voilà. La plupart, ils ne savaient pas. Donc on a distribué des prospectus, d'autant dit avec le lion rappelé. Donc les gens étaient étonnés parce que ils savent pas qu'il y a une maladie. Des enfants qui ont peut-être ces manifestations-là et puis ils vont se poser la question, est-ce que mon enfant n'est pas hémophile alors que moi je crois qu'il est drépano et tout ça? Et après, est-ce que d'autres personnes se sont rapprochées de vous? Oui, il y a des gens qui sont rapprochés. Moi, au début, quand on faisait, les gens n'étaient pas intéressés, mais bon, avec le temps, d'autres même se sont rapprochés de nous pour nous demander des conseils. On les a dit, il y a une maladie qui s'appelle comme ça, donc il y a une association. S'ils n'ont pas le temps, on leur donne des prospectus à aller lire à la maison et après, ils peuvent nous contacter pour plus de renseignements. Je crois que vous êtes à l'effigie de l'association ATH. Le A pour association, le T pour hémophilie. D'accord, c'est compris. Quelque chose à ajouter par rapport à la journée du 17 avril? Non, pas grand-chose à ajouter. Juste remercier tous ceux qui étaient présents. Malgré la pluie, les gens ont fait le déplacement. Malgré la pluie, les gens ont fait le déplacement. Alors, docteur, conseil utile à l'endroit de tous et spécialement à l'endroit des hémophiles. Alors, par rapport à la maladie, je vais m'adresser d'abord aux hémophiles, qui sont les premiers concernés. Donc, je suppose par là que le diagnostic a été déjà fait. C'est d'aller régulièrement voir son médecin. Parce qu'on a l'impression que son état ne s'améliore pas. C'est ça. Ou soit parce qu'on a mis un traitement efficace qui fait croire que tout est fini. Tout va bien. Voilà. Parfois, les patients, ils désertent un peu l'hôpital. Et c'est quand ça s'aggrave encore qu'ils reviennent. Donc, c'est le contact régulier avec le médecin
qui permet de trouver des solutions spécifiques à chaque patient. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons certains moyens pour faire la prophylaxie, ce qui soulage énormément ceux qui sont hémophiles sévères par rapport à ce qu'ils vivaient précédemment. Il y a d'autres moyens pour stimuler la production de facteurs chez ceux qui ont un taux pas complètement bas, mais insuffisant. Il y a d'autres moyens pour le stimuler, donc ce qui revient moins cher encore. Donc c'est en allant voir son médecin régulièrement qu'on peut trouver des solutions adaptées pour augmenter la quantité de facteurs, ou soit pour traiter les comorbidités qui s'associent, les complications des articulations. On va avoir un autre médecin orthopédiste qui va vous apporter des solutions appropriées aux problèmes d'articulation, les kinésithérapeutes, les psychologues, ainsi de suite. Donc, fréquenter l'hôpital, même quand il n'y a pas de crise. D'accord. Fréquenter l'hôpital, même lorsqu'il n'y a pas de crise, c'est très important. Voilà. Ok. Maintenant, avoir toujours, je pense que l'association a mis en place une carte d'hémophile, avoir sa carte d'hémophile sur soi. Parce qu'en cas d'accident, même quand vous êtes inconscient, c'est ça qui va prévenir les médecins que ce patient est hémophile. Il y a certains médicaments, comme je l'ai dit, que je ne peux pas lui donner. Voilà, c'est très important. Je ne peux pas lui faire d'injection intramusculaire parce que là, il va saigner, il va faire un gros hématome dans la cuisse. Voilà, ainsi de suite. Donc, avoir sa carte d'hémophile, peut-être la carte là même contient un contact de la personne à prévenir en cas d'accident grave. Voilà. Maintenant, si je peux me permettre aussi, c'est de se remobiliser pour faire vivre leur association, parce que c'est grâce à cette association qu'ils ont les moyens thérapeutiques mis à notre disposition aujourd'hui. Voilà. Maintenant, pour la population en général, c'est ne pas hésiter devant tout signe hémorragique. Je veux dire, saignement du nez, saignement dans la bouche quand on se brosse, ou bien quand on croque un peu l'os après la viande, quand on cuisine et qu'on se coupe et que le saignement dure anormalement, quand on fait des activités un peu physiques, on joue au foot, au basketball, on a un peu de contact et on est le seul à revenir avec plus de bleu, les ecchymoses, que les autres. C'est pas normal. Les femmes qui ont des menstruations un peu plus abondantes que les autres et qui sont parties voir leur gynécologue et on a dit que au niveau gynécologique tout va bien. Il y a peut-être un problème de la coagulation. Je dis peut-être un problème de la coagulation qui peut être lié à l'hémophilie ou non. Ok. Dans les cas qui sont assez frustres, vous n'allez pas voir les articulations qui vont gonfler et être détériorées comme ça, puisque j'ai dit que les saignements vont être moins fréquents quand ce n'est pas sévère. Donc du coup, ça peut passer inaperçu et ne se manifester que quand on va avoir un accident grave, qu'on va vouloir avoir une opération chirurgicale, les gens ne sont pas prévenus, c'est en vous opérant qu'on constate qu'il y a un problème, c'est déjà tard. Donc, quand nous-mêmes, dans notre histoire, on constate qu'il y a un petit souci hémorragique, quel qu'il soit, il faut aller consulter pour que le médecin puisse demander les tests appropriés qui vont permettre de faire le diagnostic positif de la maladie, éventuellement, qui nous concerne. Voilà. Merci, docteur. Et je vais aussi ajouter, il a dit c'est l'association togolaise des hémophiles, de l'hémophilie, pardon, pas forcément des hémophiles, parce qu'il a dit il faut être hémophile, mais il y a aussi des adhérents qui sont des volontaires, qui sont sensibles à la cause des hémophiles et qui disent il faut les accompagner. Soit parce qu'on a des compétences qui peuvent être utiles à l'association, parce qu'on a des contacts, parce qu'on a des moyens. Voilà. Donc, toute aide de toutes sortes peut être utile. N'hésitez pas à contacter l'association pour pouvoir aider les hémophiles. Merci, docteur. Monsieur Achille, nous sommes pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des personnes qui nous suivent, qui sont hémophiles comme vous, ou à d'autres personnes qui présentent ces symptômes, qui ne savent pas qu'elles sont hémophiles? Ceux qui sont hémophiles,
comme moi. Je leur donne quelques conseils de bien se protéger, d'éviter, comment dire, qu'est-ce que je peux dire? De faire des sports de contact et autres, c'est ça? Oui, éviter de faire des trucs qui vont mettre leur santé en péril, quoi. Ok. Être calme, parce que c'est une maladie, comment le dire? Quand on ne sait pas faire, on n'est pas comme les autres. On est exposé à tout moment. On est exposé à tout moment. Dans tout moment, ça peut déclencher. Donc, il faut avoir prudence et bien prendre soin de nous-mêmes. Et ceux qui ne savent pas encore, ceux qui ne savent pas, ils sont encore hémophiles, bien quoi. Donc, juste leur dire de prendre attache avec l'association. Ok. Pour pouvoir aller faire leurs tests. Leurs tests et voir s'ils sont hémophiles ou pas. Et puis l'association reste ouverte à tout le monde aussi. Et aux parents? Aux parents, à tout le monde. Donc tout le monde peut adhérer à l'association, pas forcément être hémophile avant d'adhérer. Parce que nous manquons de compétences, comme le docteur l'a dit. Nous ne sommes pas assez nombreux, mais le travail est énorme. Donc c'est pas les malades ne peuvent pas faire assez de choses. Ils peuvent nous aider aussi. Donc je lance un appel à tout le monde qui peut aider l'association. Merci beaucoup. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous avons une dernière partie. Nommer le tag que les invités ne sont pas généralement au courant. C'est juste pour distraire ou pour détendre l'atmosphère avant la fin de l'émission. Nous allons débuter avec le docteur, avec la toute première question à son endroit. Quel a été votre moment le plus embarrassant à ce jour? Dites-nous tout, docteur. Dans ma carrière médicale ou? De manière globale, de manière générale. Que ça soit médical, que ça soit familial, je sais pas. Alors, je risque de rougir. C'est le but du tag. Je vais me dérober et en disant juste que c'est quand j'ai découvert que je venais pour une émission de radio et que... Et quand on t'a protégé, j'étais en direct de la RTD, c'est ça? Voilà, j'étais embarrassé, mais pour la cause, je me prête au jeu. Là, vous avez bien dérobé. Au lieu de répondre à la question, vous avez esquivé, docteur. Alors, monsieur Achille, dites-nous, quelle est votre plus grande peur? Plus grande peur. On attend. Nous sommes patients. La plus grande peur. Peut-être qu'il n'a pas peur. On ne sait pas. Ouais. À lui de nous dire. La plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir réaliser ce que j'avais dû réaliser avant de quitter cette terre. C'est ça la plus grande peur. La plus grande peur. Il faut vite réaliser ce que vous voulez comme rêve. Ou bien. Ouais. D'accord. Docteur, quel super pouvoir voudriez-vous avoir? Super pouvoir. Pas seulement pouvoir, un super pouvoir. Super pouvoir. La réponse est pour aujourd'hui? Oui, tout de suite en fait. Nous sommes en train de clôturer l'émission. D'accord. Non, peut-être pour cadrer avec ma profession, c'est vrai, en médecine, nous savons que nous ne pouvons pas tout traiter. Et parfois, ça nous fait vraiment de la peine de voir qu'on n'a pas les moyens d'aider les patients qui nous font confiance. Donc peut-être dans ce genre de cas, d'un claquement de doigts, dire vous êtes guéri. Aujourd'hui, le docteur est en train d'esquiver les questions, mais prochainement, on va la voir sans souci. Monsieur Achille, quel est votre talent caché? Talent caché? Bon, peut-être le docteur sait, on ne sait jamais. Docteur, vous savez son talent caché? Son talent caché? Pas encore. Non. Ok, donc à lui de nous dire s'il en a. Ok, il n'y a pas de talent caché découvert à ce jour. Ou bien? Mais c'est des questions compliquées. Ah bon? Oui. C'est vrai ça? À répondre comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Docteur, la toute dernière question. On ne va pas vous accasser des questions comme vous êtes en train d'esquiver. Je vais poser la toute dernière question. Décrivez-vous en 3 mots. En 3 mots? Just 3, pas plus.
Pas moi aussi. Hein. J'espère que ce ne sera pas prétentieux parce que c'est difficile de se décrire soi-même. Mais je pense que je suis humble, disponible. Faut que j'ajoute un petit défaut quand même. Non, on écoute. Que ça soit défaut, que ça soit qualité, nous on attend. Bon, je prends les qualités serviables. Alors, comme vous êtes toujours disponible, on espère que prochainement qu'on va vous inviter dans cette émission, vous serez disponible à répondre à nos questions. Autant que cela se peut. Merci beaucoup. On va terminer cette partie tag avec Monsieur Achille. Si vous pouvez avoir un animal sauvage comme compagnon, lequel choisirez-vous? Le tigre. Et c'est arrivé là-bas. Oui. Pourquoi le tigre? J'aime bien cet animal. Sa carrure, son pelage. Et vous êtes sûr que vous pouvez cohabiter avec le tigre là? C'est pas comme vous voyez un dessin animé, un tatavi, un pekpevi, à côté de vous, tigre. Monsieur Achille. J'aime bien le tigre. Et voilà vous, voilà moi. Si vous avez le tigre à côté, vous allez faire quoi? Caresser ça? Ou comment vous deux, vous allez cohabiter dans la maison? En tout cas, comme c'est une histoire d'amour. On va s'adapter l'un à l'autre. D'accord. Voilà, c'est fini ce numéro également de Bon à savoir consacré à cette maladie qui est l'hémophilie, c'est vrai. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un docteur qui s'y connaît, qui nous a entretenu sur la maladie. On espère tout simplement avoir été utile, surtout pour tous. Pour ceux qui ont des enfants qui présentent ces signes-là, c'est le moment de se lever et de chercher à savoir si réellement c'est ce dont nous parlons, dont souffrent ces enfants. Docteur, votre mot de la fin? Je voudrais vous remercier d'avoir accepté, animé brillamment cette émission. Remercier l'association aussi qui a pris l'initiative de solliciter l'émission pour qu'on puisse parler de l'hémophilie, pour que le message puisse être porté à un plus grand nombre. C'est ça. Parce que ce qu'ils ont fait à la place, c'est déjà bien. Mais avec la RTDS qui est sur les ondes, sur satellite, on va toucher le monde entier. Dieu merci. Voilà. Et peut-être que ceci va permettre de sensibiliser les gens. Et nous disons, vraiment, n'hésitez pas à faire des consultations en faisant les cours à la faculté de médecine et aux auxiliaires médicaux. On essaie d'insister sur cette maladie. Voilà, donc beaucoup de personnel médical, paramédical sont sensibilisés aussi à la maladie. C'est bien que la population aussi soit sensibilisée pour que à la fin, le parcours de soins ramène les sujets atteints aux personnes qualifiées. Bon, je fais partie quand même de l'équipe, ou bien soit à moi personnellement ou bien à mes collègues, pour qu'on puisse apporter à ces patients le traitement qui est adapté, selon les moyens que nous disposons quand même dans notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur. Monsieur Achille, votre mot de la fin? J'aimerais dire un grand merci à vous. Merci à vous. À la RTDS de nous avoir reçus. Au docteur aussi, qui ne ménage aucun effort pour être à nos côtés, car nous avons tellement besoin de ça pour pouvoir avancer. Sans lui, nous ne pouvons rien. Ah oui. Et j'aimerais aussi donner les contacts de l'association. Allez-y. Le 90 11 32 26 ou le 92 61 67 22. Pour ceux qui veulent nous contacter. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci à nos deux invités du jour. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. Retenons que l'hémophilie est une maladie héréditaire rare qui peut surgir dans une famille n'ayant pas d'antécédents, qui ne se transmet pas de père en fils, qui peut se faire diagnostiquer en vue d'une meilleure prise en charge de cette pathologie tout simplement. Mais il faudrait que nous prenions conscience déjà que la maladie existe, savoir ses manifestations et aller vers qui peut nous aider également dans ce sens, aller vers le corps médical pour que ça soit décelé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nos programmes se poursuivent.